Madame, monsieur, attachez vos ceintures et puis éventuellement allumez les GPS. C'est parti pour un voyage qui tient la route. Je ne dis pas ça par hasard. Cette semaine, on vous emmène sur des routes mythiques aux quatre coins du monde. Alors pourquoi sont-elles si célèbres? Quelles sont leurs particularités? Quand et comment ont-elles été construites? Pour qui d'ailleurs? Sur combien de kilomètres? Qui les ont empruntées? Ou qui les empruntent aujourd'hui, c'est ce que nous verrons avec nos correspondants du jour. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Mais pour cette dernière de la saison, alors c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4 destinations qui nous attendent, c'est 5. Oui, c'est un cadeau de fin d'année, voilà. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos compagnons de route. Arnaud Comte qui vous attend à Washington. François Baudonnet qu'on retrouvera à Rome. Sandrine Mercier, notre correspondante à Barcelone, Loïc Delamornay, qui nous emmènera en Irlande, figurez-vous, et enfin Nicolas Bertrand, qui vous donne rendez-vous, lui, à New Delhi. Alors, en route tout de suite, et direction Washington, où nous attend donc Arnaud Comte. Alors, vous en doutez, aux États-Unis, les grandes routes ne manquent pas, mais il y en a une qui, en fait, en fait rêver plus d'un. Alors, c'est pas la fameuse route 66 que vous connaissez peut-être, très connue celle-là, trop connue peut-être, mais c'est la route numéro 1. Alors Arnaud, c'est une étape incontournable, paraît-il, pour tous ceux qui souhaitent découvrir la Californie. C'est un passage obligé même, non? Bonjour. Bonjour William. Oui, c'est comme si un Américain allait à Paris et qu'il ne s'arrêtait pas prendre sa photo devant la Tour Eiffel. J'exagère à peine car cette Highway 1, c'est vraiment un monument, c'est la définition même du road trip, de l'aventure, de la liberté. C'est un morceau de bitume qui s'étale sur 750 km entre les deux principales villes de l'Ouest américain que sont Los Angeles et San Francisco. C'est la distance entre Paris et Marseille. Alors j'aime beaucoup Paris et Marseille, mais là le paysage n'a vraiment rien à voir sur 750 km. Vous regardez à votre droite l'océan, les falaises abruptes de Californie et tous ceux qui l'empruntent depuis 1934, rendez-vous compte, date de sa création, c'était il y a 82 ans, sont enchantés. Cette route a d'ailleurs inspiré bon nombre d'artistes, d'écrivains américains et ceux qui ont la chance de la parcourir découvrent aujourd'hui à chaque virage une surprise, des lumières juste incroyables. Et cette chance, eh bien, c'est Virginie Goubier qui l'a eue pour nous. Elle vous fait découvrir l'un de ces trésors de l'Amérique. Regardez plutôt son reportage. Depuis la fin des années 30, la route numéro 1 traverse la Californie du nord au sud. De Mendocino, en passant par San Francisco, Santa Cruz, Santa Barbara, jusqu'au sud de Los Angeles. 1000 km d'asphalte, le long de l'océan Pacifique. Dans les années 60, la Highway 1 est devenue incontournable pour les surfeurs californiens. Elle a permis un accès très facile à l'océan et aux plus beaux spots de surf. Marc Massara est l'un d'entre eux. Vous n'en avez jamais marre de cette route? Jamais. Vous savez, il y a un truc que j'aime bien dire. La côte californienne est si vaste que chaque jour de ta vie, tu peux aller sur une plage différente. Et moi, j'aime chacune de ces plages. Revers de la médaille, l'urbanisation a accompagné la construction de la route. Alors, depuis 20 ans, Marc se bat auprès des tribunaux pour préserver l'aspect sauvage de la côte. C'est une bataille qui ne finit jamais. Il faut toujours lutter pour empêcher les projets gaziers et pétroliers offshore ou l'industrialisation de la côte. Il y a en permanence des projets de construction de tours, des usines de désalinisation ou des hôtels de luxe. Une portion de la route numéro 1 est restée totalement préservée, Big Sur. Là, la route est accrochée aux falaises et surplombe l'océan Pacifique. Des paysages à couper le souffle qui attirent les touristes du monde entier. Il n'y en a pas beaucoup des endroits au monde où tu peux voir d'aussi beaux paysages depuis la route. On s'arrête tout le temps, on prend le plus de photos possible pour souvenir. Pour moi, c'est l'immensité qui est vraiment impressionnante. Oui, la taille des rochers, des falaises, c'est fabuleux. L'immensité, Erin a grandi avec. Sa famille vit à Big Sur depuis 3 générations. Dès l'aube, elle s'installe sur la terrasse du restaurant familial et peint inlassablement les montagnes de la Sierra Nevada. Je ne peux pas sortir de chez moi sans être confrontée à cette force naturelle si majestueuse. Et en même temps, on trouve ici la solitude que les artistes recherchent pour travailler.
Avant elle, des écrivains célèbres comme Henry Miller ou Jacques Kerouac ont eux aussi été séduits par la beauté du lieu et un mode de vie en retrait du monde. C'est la seule route que nous ayons, notre seul accès, notre ligne de vie en quelque sorte, pour tout ce dont on a besoin pour vivre ici. Et pourtant chaque année elle se casse, chaque hiver on a des éboulements et la route ferme par endroits, mais cela fait partie de notre vie. Et comme un voyage sur la One ne saurait s'achever sans admirer un coucher de soleil, voici celui de Carmel, l'une des plus belles plages de Californie. Et qui a très souvent été filmé. Alors justement Arnaud, est-ce que la beauté des lieux n'attire pas trop de monde ? Eh bien si William, forcément quand on voit ces images, il y a des millions de touristes qui s'y ruent et vous l'avez vu dans le reportage, ça attire les promoteurs immobiliers. Sauf que les Américains ont compris depuis bien longtemps qu'il ne fallait pas tuer la poule aux yeux d'or et qu'il fallait à tout prix préserver ce cadre naturel extraordinaire. Et c'est pourquoi sur cette Highway 1, vous découvrez des concepts insolites. Vous pouvez passer la nuit dans une yourte face à l'océan, vous pouvez faire une retraite spirituelle au pied des falaises ou encore manger, ça c'est pas mal, manger des sandwichs aux choux frisés. Voilà, c'est conceptuel comme passer une immersion, plusieurs nuits dans un ranch, c'est aussi ça le rêve américain. Bon, et pour ceux que ça intéresse, quelle est la meilleure saison d'après vous pour y aller ? Alors surtout pas maintenant parce que c'est la saison touristique, la haute saison, et puis parce qu'il fait très chaud à l'ouest des États-Unis à cette période de l'année. Il faut donc préférer le mois de mai ou le mois de septembre, octobre. Et il y a quelque chose de très important, William, c'est qu'il vaut mieux le faire du nord au sud, de San Francisco à Los Angeles. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, ici comme en France, on roule à droite, et donc c'est plus facile pour s'arrêter sur le bord de la route et pour faire des photos. Voilà, si vous ne savez pas où partir en vacances, William, à la rentrée, eh bien, vous avez une petite idée. À moto, bien sûr. À moto, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Arnaud. À très bientôt. Au revoir. Allez, changement. Bonne journée à vous. Changement de continent, direction l'Italie maintenant, tout à fait autre chose. Et là-bas, vous allez voir que certaines routes sont de vraies antiquités, au sens littéral du terme. C'est le cas de la fameuse Via Appia. Vous en avez évidemment entendu parler. C'est l'artère la plus ancienne d'ailleurs. François, elle remonte à quand cette voie Appia ou cette Via Appienne ? Elle date de 312 avant Jésus-Christ. Voici la Via Appia, la première autoroute romaine. Ici, il y a 2300 ans donc, se croisaient sur ces pavés les charrettes remplies de marchandises et les légions partant à la guerre. De Rome à la ville portuaire de Brindisi, la voie appienne s'étendait sur 600 km. Riccardo est photographe. Passionné par l'époque romaine, il lui a fallu un mois pour parcourir à pied, de bout en bout, cette voie si particulière. Les pavés là-bas sont d'époque. Ils datent de la construction. C'est vraiment l'autoroute 1 de l'Antiquité, la première route d'Europe. C'est elle qui va permettre à l'Empire romain de conquérir l'Orient. Ici, la Via Appia est bien conservée, mais ailleurs, elle a pratiquement disparu sous la modernité. Regardez ces quelques photos. Celle-ci est impressionnante parce que les pavés touchent le goudron. Sous cette route actuelle, il y a les pavés de l'époque. C'est le contraste entre la modernité et l'Antiquité. Aujourd'hui encore, ces pavés attirent les touristes du monde entier. Je suis partie ce matin du centre de Rome et je vais mettre 25 jours pour parcourir les 600 km. On s'imagine quand ils avaient leurs charrues, leurs chevaux, on comprend qu'ils mettaient du temps à aller d'un village à un autre. C'est une très belle route, riche en histoire. Et pendant qu'on se promène, moi j'aime bien raconter son histoire à mon fils. Mais la Via Appia, ce n'est pas qu'une route, c'est aussi une succession de monuments funéraires, car les Romains enterraient les morts à l'extérieur de la ville. Regardez ce mausolée avec sa tour blanche imposante. Il a été construit pour célébrer la richesse d'une des plus grandes familles de Rome. Au Moyen-Âge, un château fort a été adossé au bâtiment romain.
Et cet ensemble, le mieux conservé de la voie, est devenu le symbole de la Via Appia. Depuis le début du XXe siècle, on a rassemblé ici des statues, des plaques commémoratives, des colonnes qui ont été retrouvées tout au long de la route. Et au bout de ces 500 à 600 km de pavés, eh bien, il y a Rome. Je me trouve ici, juste en dessous de la porte, qui marque le début de la voie appienne. Les Romains avaient créé 80 000 km de route, ce qui a accéléré leur développement, mais également leur chute, car les barbares les ont utilisés pour mieux les envahir. Ces barbares, William savait déjà que tous les chemins mènent à Rome. Oui. Merci François, à bientôt. On s'arrête en cours de route, c'est le cas de le dire. On ne va pas vous faire le coup de la patte, rassurez-vous. C'est juste le moment de faire une petite pause sur le web avec notre spécialiste en la matière. Vous allez voir que les routes françaises n'ont rien à envier aux autres. Est-ce qu'il y en a une en particulier, Olivier, qui sort du lot ? Oui, quand on évoque les routes de France, la numéro 1 est sur le web et dans la mémoire collective, c'est la fameuse N7, la Nationale 7, que Charles Trenet chantait déjà en 1955 et dont l'air inonde encore la toile. Regardez, je vous mets quelques petites notes. C'est la route des fauchés, des bourgeois, des campeurs, des vagabonds. De Paris à Menton, elle traverse notre pays, mais ceci et surtout le temps. Alors appelez-la comme vous voulez. La route bleue, la route des vacances, c'est celle-là qui est et restera la route de France par excellence. Mais évidemment, c'est pas la seule de notre pays. Il y a aussi la route Bonaparte, par exemple, la route Napoléon, par exemple, qui est un livre d'histoire. Elle raconte le retour en France de Napoléon après son exil à l'île d'Elbe. Il veut reprendre le pouvoir, donc de Golfe-Juin, il décide de rejoindre Lyon par les montagnes. À l'époque, c'était des chemins muletiers. Maintenant, c'est une nationale, la RN 85, et c'est l'une des plus belles de notre pays. Et puis évidemment, il y en a bien d'autres. Il y a aussi la route des Grandes Alpes. C'est l'une des premières routes touristiques inventées en France, près de 700 km. Ça va du lac Léman à la Côte d'Azur, 16 côtes, 4 grands parcs naturels. Et figurez-vous que la meilleure période, ça commence maintenant. C'est de juin à octobre. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Vous trouverez tous les conseils sur Internet pour la parcourir au mieux. Internet regorge évidemment d'anecdotes et d'infos sur les routes. Il faut savoir que 64% des Français restent à domicile, si je puis dire, pour leur congé. Donc c'est évidemment le moment de parcourir les routes de France. Dans un autre genre, il y a les châteaux de la Loire, par exemple, où rien qu'entre Orléans et Angers, on a une quarantaine de sites historiques ou religieux majeurs. Ou encore dans un tout autre genre, mais que je ne saurais que trop vous recommander, le fameux Tour de Corse entre mer et montagne. Oui, bien sûr. Alors sinon, je suppose qu'il y a des voyageurs qui partagent leur expérience sur le web, puisque l'heure est au partage avec un grand P. C'est un peu l'objectif souvent sur le net, non ? Oui, William, sur le web, tout se partage. Les photos, les conseils, les expériences et a fortiori entre baroudeurs. Alors les baroudeurs, il y en a des millions, mais moi j'ai choisi de vous parler des familles. Les familles qui élisent domicile sur la route, c'est une vraie tendance. Prendre la route comme ça, c'est pas juste réservé à une jeunesse et prise de liberté. Aujourd'hui, il y en a qui tentent le pari. Regardez, c'est le cas de ces quatre-là. Ils sont français, ils résidaient au Canada, ils s'appellent Eddie et Cindy, et eux, ils vivent sur la route depuis des années. Ils parcourent le monde. Ils ont déjà fait toute l'Amérique, une partie de l'Europe, un bon bout d'Asie. Là, en ce moment, c'est rigolo parce qu'ils sont venus faire du tourisme en France, donc dans leur pays d'origine, mais pour eux, c'est du tourisme. Et voilà, il y a des carnets de voyage, ils donnent une mine d'infos à tous ceux qui voudraient faire comme eux, car oui, c'est possible de vivre sur la route. C'est aussi le cas de ces Américains. Là, ils ont quitté leur Californie il y a 4 ans. Ils devaient partir pour 1 an. Et puis au final, ils ont eu une autre petite fille en chemin. Ça s'est passé au Brésil. Et voilà, ils sont toujours sur le continent américain. Et puis, je voulais terminer en vous disant que, évidemment, le pays du road trip, c'est celui qui l'a inventé, c'est les États-Unis. Et il y a une carte qui a été faite l'année dernière, une carte interactive qui retrace le parcours de tous les personnages de la littérature. Alors évidemment, le numéro 1, c'est Sur la route de Kerouac, mais il y a aussi du Fitzgerald, du Steinbeck, du Mark Twain. C'est génial. Si vous aimez la littérature et les voyages, allez vous pencher sur cette carte. Et comme disait Kerouac, rien derrière et tout devant, comme toujours sur la route. C'est guide to quoi? Qu'est-ce qui a marqué? Libre Road Trips. Ah, d'accord. Ok, merci Olivia. Allez, on poursuit la route en Espagne, où se trouve, alors, notez bien, le sentier le plus dangereux du monde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, un conseil, si vous avez le vertige, n'y allez pas. Sandrine, vous qui êtes sur place, il ressemble à quoi Alors, ça s'appelle comme ça, le Camino del Rey, le chemin du roi. C'est un petit coin de paradis, situé au beau milieu de l'Andalousie. Sauf que pour certains, s'aventurer sur ce chemin du roi, à flanc de falaise, est plutôt proche de l'enfer. Ça me fait trop peur. Attends, je vais me mettre là. Sous ses pieds, le ravin et 120 mètres de vide.
Je n'arrive pas à regarder en bas. Je crois que je vais rester accrochée là. Si tu commences à regarder en bas, tu as vraiment l'impression de tomber. Et pourtant, depuis les travaux de réhabilitation, le danger a été écarté. Mais la notoriété de ce sentier, connu comme le plus dangereux du monde, hante toujours les esprits. Au départ, ce chemin n'avait rien d'exceptionnel. Achevé en 1905, il permettait simplement aux ouvriers d'éviter les détours pour construire un barrage hydroélectrique. Avant, les gens passaient tranquillement par là. Mais il y a 10-12 ans, il y a eu 5 morts d'un coup. On ne parlait que de ça, dans tous les journaux. C'est ce qui lui a valu sa mauvaise réputation de chemin aussi dangereux. Seules quelques têtes brûlées se risquent à emprunter ce chemin laissé à l'abandon. Mais après les accidents mortels, les autorités andalouses le ferment durant 15 ans. En dessous, on voit l'ancien chemin en béton et par-dessus, on voit le nouveau. Il a été reconstruit en suivant les rails de l'ancienne voie ferrée. C'est le chemin en bois qu'on voit là-bas. L'an dernier, après plusieurs mois de travaux, le chemin a rouvert, mais la vigilance reste de mise. Les selfies, les grands sacs à dos, les pieds d'appareil photo, interdits. Les passerelles ne font que 70 cm de large. Maria et Yann rêvaient de devenir de grands aventuriers. C'est comme le pont d'Indiana Jones. Ah, un pont de singe avec des cordes. Oui, sauf qu'il n'est ni en corde, ni en bois, mais en métal. Ils sont venus de loin, de Bilbao, au nord du pays, pour faire le chemin du roi. Je l'ai vu par internet, des photos incroyables. Je me suis dit, waouh, il faut absolument que je fasse ça. On l'appelle le chemin du roi, en l'honneur d'un roi? Exactement. Le roi Alphonse XIII l'a emprunté après avoir inauguré le barrage à côté. Et aujourd'hui, le chemin ouvre une voie royale au tourisme. En seulement un an, 300 000 visiteurs l'ont déjà traversé. Et si désormais la locomotive à vapeur a été remplacée par un train moderne, les vues vertigineuses offrent toujours le même frisson. Mais si pour vous, les routes doivent être plus spirituelles, sachez, William, que le chemin le plus célèbre d'Espagne reste Saint-Jacques de Compostelle. De Barcelone, de France ou du Portugal, toutes les routes mènent à la ville sainte, que l'on soit pèlerin ou simple randonneur. Bonnes vacances. Merci Sandrine, bonnes vacances. Celui-là était vraiment particulièrement spectaculaire. Alors, on change de voie et maintenant cap sur le nord de l'Europe. Avec Loïc de la Mordée, notre correspondant permanent à Londres, qui est toujours à Londres d'ailleurs, il n'a pas fait son Brexit, lui. Tant mieux pour nous. Loïc, il y a un pays près de chez vous qui abrite l'une des routes les plus réputées du monde. C'est la plus longue aussi, paraît-il. Alors, elle part d'où? Elle part de là où vous êtes? Bonjour. Bonjour William, alors non, elle ne part pas de là où je suis. Alors vous imaginez, là c'est pas très bucolique comme environnement, pas de grand paysage. Je suis sur Oxford Street, qui est la plus grande artère commerçante de la capitale britannique, qui est très célèbre. Figurez-vous qu'Oxford Street, c'est la plus longue avenue commerçante du monde. Elle fait 2,5 km de long. C'est la plus fréquentée aussi en Europe, du moins tant que nos amis britanniques restent en Europe pour encore quelques mois ou 1 ou 2 ans. Alors, de temps en temps, ça fait du bien de s'échapper de cette jungle urbaine, de ces double-deck bus et de ces taxis frénétiques. Et donc, on va vous emmener effectivement cap plein ouest, en Irlande, où se trouve, c'est vrai, la plus longue route côtière du monde. Elle s'appelle la Wild Atlantic Way. C'est un assez joli nom. Alors, littéralement, ça veut dire la route sauvage atlantique. Alors, sauvage, elle l'est. Atlantique, elle l'est aussi, car c'est 2500 km face au grand large, cap plein ouest, il n'y a rien en ligne droite avant l'Amérique du Nord, avant le Québec et Terre-Neuve. On a envoyé, ça a été une mission très très difficile, très pénible pour elle, vous l'imaginez bien. Élise Derbaumet et Laura Calmus arpentaient ce morceau de paradis que beaucoup décrivent comme le voyage d'une vie. Regardez leur reportage. Cet astronaute canadien l'avait dit, c'est la plus belle chose qu'il ait vue depuis l'espace. Il l'avait même photographiée, la Wild Atlantic Way, ou la route de l'Atlantique. Revenu sur Terre, Chris Hadfield est venu voir de plus près cette route irlandaise, mythique. Nous conduisons le long de la route de l'Atlantique, un coin du monde tellement beau et naturel, si beau qu'on le remarque depuis l'espace. C'est la route la plus longue au monde, l'une des plus belles aussi. 2500 km de côtes sauvages à l'ouest de l'Irlande et l'océan à perte de vue.
Des paysages spectaculaires qui ont conquis ces deux amis suisses, amateurs de voyage. Ils se sont donné une semaine pour engloutir les kilomètres et voir du pays. Ouais. Cork et après on remonte. Du coup, comme ça, on peut parce qu'il y aura Baltimore. Ce soir, oui. Ou à Cork. Non. On y va un peu là où on trouve que c'est joli. On va faire un tour, s'arrêter, marcher un petit peu et puis profiter de ce qu'on a autour, quoi. Être un peu plus proche de la nature un moment et puis découvrir d'autres bières, whisky ou autres aussi. Les goûts locaux. Souvent décrite comme le voyage d'une vie, la route de l'Atlantique attire de plus en plus de touristes. Ces Allemands ont parcouru des milliers de kilomètres pour réaliser un rêve, longer la côte ouest de l'Irlande en camping-car. Wow. C'est la liberté, pure et simple. Vous pouvez voyager où vous voulez, vous arrêter à n'importe quel moment et ne pas rester avec les groupes de touristes. Nous n'aimons pas ça, nous voulons être seuls. Appréciée des amateurs de grands espaces, la route de l'Atlantique est aussi une invitation à sortir des sentiers battus, à la découverte de lieux enchanteurs. Et pour cette famille de Boston, la météo capricieuse de l'Irlande fait partie du charme. C'est bien plus beau que chez nous. Cela fait du bien d'être au milieu de la nature. On se sent ressourcé. Des hectares de terre, d'élevage. C'est magnifique. Si les touristes adorent l'Irlande, c'est pour ses paysages grandioses, très variés, comme ces falaises abruptes, sauvages. Ici, les éléments impressionnent. C'est ce côté proche de la nature, tout le temps, proche de la mer, ou même au-delà de la mer, il y a toujours la présence de l'eau, même si quand il pleut, mais aussi il y a plein de lacs, plein de petits chemins qui mènent au lac. Donc c'est cette omniprésence de l'eau, du verre aussi, d'une nature qui est énorme quand on voit des falaises comme ça, une nature qui est beaucoup plus grosse que nous, donc ça nous redonne notre place. La route de l'Atlantique, c'est aussi ces plages de sable fin où l'on peut venir se relaxer en fin de journée. Un rêve pour ces jeunes Irlandais. J'aimerais bien emprunter cette route un jour, en voir le plus possible, surtout par un temps comme celui-ci. Un jour, ils se le sont promis, ils parcourront les 2500 km de cette route unique au monde, seuls, face à l'Atlantique. La côte sauvage, c'est un peu comme ça qu'on appelle aussi certaines côtes en Bretagne. Loïc, est-ce qu'en plus de cette route sauvage en Irlande, est-ce qu'il y a d'autres qui sont aussi spectaculaires, mais alors plus près de chez vous? Alors un petit peu plus près de chez nous, c'est quand même pas juste à côté de Londres, mais il y a une nouvelle route qui vient d'ouvrir l'an dernier en Écosse et qui s'appelle la Highway 500 pour 500 miles, ce qui fait à peu près 800 km. Elle parcourt tout le nord de l'Écosse et a priori, vous avez peut-être quelques photos, elle est absolument sublime, elle passe dans des lochs, dans des falaises, dans des bords de mer, avec des châteaux abandonnés, peut-être hantés, comme il y en a beaucoup en Écosse. Et ça a l'air d'être une route absolument sublime. On vous fera sans doute la proposition dans peu de temps, William, si vous voulez qu'on aille faire un reportage là-bas, on ira avec beaucoup de plaisir. Ah oui, volontiers, oui. Donc, vous nous conseillez quoi au fond? Parce que entre l'Irlande et l'Écosse, j'ai l'impression que votre cœur balance. Et d'ailleurs, vous avez noté que ce sont deux régions qui aimeraient bien rester en Europe, non? Voilà, comme ça, on gardera normalement le meilleur des îles britanniques avec l'Irlande et l'Écosse si elles souhaitent rester d'une manière ou d'une autre dans l'Union européenne. Alors oui, mon cœur balance, vous avez raison, je vais vous faire un aveu, j'ai quand même une légère petite préférence pour l'Écosse où on a souvent été ici au bureau de Londres. C'est vraiment une région absolument sublime avec une ampleur dans les paysages qu'on retrouve rarement ailleurs en Europe. Mais en tout cas, ce n'est pas la plus belle chose que j'ai vue depuis que nous sommes ici avec l'équipe de France de Londres. Je vous fais un deuxième aveu. Ce qui nous a le plus bluffé, c'est l'an dernier, nous sommes allés dans les îles Féroé. Alors, c'est en plein Atlantique Nord. C'est un petit archipel qui dépend de la couronne du Danemark, qui est à 300 km au nord de l'Écosse. Et là, c'est absolument sublime. Ça a vraiment été un choc pour toute notre équipe. On en parle très peu. Il y a 20 000 habitants. Il y a quelques milliers de touristes à l'année. Donc, vraiment, puisque vous donnez des idées de voyage à tous les téléspectateurs au cours de cette émission, les îles Féroé, vous pouvez y aller, ce sont des falaises absolument incroyables et on n'avait jamais vu des paysages comme ça. Bon, c'est peut-être une idée pour un prochain reportage, un spécial île avec 4 ou 5 de nos correspondants, dont vous, bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup Loïc, merci pour toute cette année, mais on se reverra. Good luck et happy holidays. Oui, c'est ça. Et see you soon. Alors, vous ne le voyez, oui, vous ne le voyez peut-être pas, mais ils ont sous-titré parce qu'ils avaient des doutes sur mon accent anglais. Et ils n'ont pas tort. Voilà. Vous l'avez très bien dit, William. C'est parfait. Merci, à bientôt. William, quand même. Oui, vous êtes oui, britannique oui, je sais. en terre de France. Je sais, mais vous savez, depuis le Brexit, j'hésite. Hein. J'avais envisagé de m'appeler Guillaume. On n'en est pas encore là, on réfléchit. Au revoir Loïc, à bientôt. Allez, pour la fin du trajet, direction New Delhi. Alors là, vous allez être surpris. Quand on pense au réseau routier en Inde, on pense aux embouteillages. On vous a déjà, d'ailleurs, dans cette séquence, montré des images de ça. Ou alors la pollution. Bref, une certaine, on va dire, anarchie. Mais c'est un tout autre décor dont il est question ce matin avec Nicolas. Nicolas, vous nous emmenez sur une petite route au milieu des plantations de thé, bien loin de la capitale, j'imagine, non? Bonjour. Oui, bonjour William, tout à fait. Nous avons quitté New Delhi, nous nous sommes éloignés au maximum de cette circulation et de ces coups de klaxon incessants, si vous voyez ce que je veux dire, et nous sommes partis à la campagne. Alors ici, si nous partons vers l'est, il y a d'abord l'Himalaya et ses routes fantastiques et vertigineuses, mais nous avons décidé de vous emmener dans le sud, dans un état qui s'appelle le Kerala, où la mousson a débuté il y a 2 ou 3 semaines, sur une route célèbre entre Kochi et Munnar, qui traverse d'incroyables plantations de thé et beaucoup d'autres surprises. Regardez tout de suite ce reportage, il est signé Émilie Goubeya-Vermelot et Nabodita Kumari. Des plantations de thé où court un serpent de bitume. Voici la route nationale 49. 130 km de paysage d'un vert éblouissant. Dans ce minibus, la famille Jain est à la fête. Le road trip s'annonce plutôt bien. Il y a tellement de cocotiers. Toutes les collines se ressemblent en général, mais ici, pas du tout. Le vert est flamboyant, c'est incroyable. Il y a tellement de choses à faire, je vais adorer cette route. Premier arrêt, Chiapara. Au bord de la route, la cascade rafraîchit les voyageurs alors que la mousson vient d'arriver. Il existe une dizaine de chutes d'eau comme ça sur le parcours. Selfie obligatoire. Ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est simplement... Vous savez, c'est magique comme expérience. Je n'ai juste pas de mots. C'est génial. Mais tous ne viennent pas là pour les vacances. Ici, 15 000 femmes collectent le thé toute l'année à la main et par tous les temps. Mais la nature offre bien d'autres cadeaux. Au bout de cette perche, voici des pommes de Jacques. Celle-ci fait plus de 20 kilos. Un fruit très sucré au goût proche de la banane ou de l'ananas. Rarichan et sa famille vont essayer de le vendre aux voyageurs. Ici, c'est le top des routes, une super route. De nombreux touristes s'arrêtent ici et achètent ce fruit. On peut le vendre jusqu'à 1,30 €. Même le double, tu veux dire. À 2 roues, en 4x4 et tout ce qui roule. Ils sont des milliers à se croiser sur la route du thé, devenue une destination de vacances, où les mauvaises habitudes des Indiens n'ont pas disparu. Ils roulent vite, très vite, et se frôlent à toute vitesse. Mais eux ont choisi justement de prendre leur temps. Ce club de cyclistes s'offre une route de légende. Une première. Pédaler ici, c'est particulier pour moi et mes amis juste derrière. Nous avons monté notre club il y a 2 ans et pour la première fois, nous allons grimper jusqu'à 1700 mètres. Et c'est magnifique ici, très pittoresque, que vous regardiez à gauche, à droite, partout. La pluie qui va tomber ici pendant 2 mois ne plombe pas l'ambiance, au contraire. Les gouttes d'eau donnent au paysage du Kerala un aspect unique, comme un mélange de brume écossaise et de végétation tropicale. Oui, c'est vrai.
Merci Nicolas, on est en pleine mousson là en ce moment. Merci beaucoup. Madame, monsieur, fin du road trip, comme on dit, tout le monde descend. Alors merci à nos 5 correspondants, ils n'ont pas fait fausse route et jeu de mots. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette 2e saison. C'est un monde prend des vacances, comme vous, j'espère aussi. On se retrouvera le 10 septembre pour notre rendez-vous hebdomadaire avec les correspondants de France 2 dans le monde. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous le savez, la maison reste ouverte même pendant l'été. Donc on vous dit à lundi pour faire le plein d'actualités. En attendant, on se quitte avec quelques images de la semaine écoulée. Petite séance de rattrapage. Très bon week-end.